Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire de cette édition, l'Agence nationale de météorologie du Togo a rendu public les prévisions saisonnières de l'année 2024. Que peut-on attendre de la météo d'ici à février? Les éléments de réponse dans ce journal. Aussi, le Togo lance en janvier 2024 l'assurance maladie universelle afin d'atteindre une couverture santé nationale. Nous y reviendrons. À l'international, en République démocratique du Congo, le président Tshisekedi investit pour un second mandat devant une vingtaine de chefs d'État et de représentants d'organisations internationales. On y revient. Puis aux Comores, après la réélection d'Assoumani, lors des contestations, un candidat de l'opposition demande l'annulation du scrutin pour fraude devant la Cour suprême. Voici donc tout pour le menu de ce soir. Place au développement. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le Togo a connu une avancée significative en 2023 en attirant 27,5 milliards de francs CFA d'investissement privé. Ces derniers ont progressé de 4,5% en moyenne ces 5 dernières années, le constat de Claire Cagnon. En 2023, le Togo a réalisé une avancée significative en mobilisant 27,5 milliards de francs CFA d'investissement privé. Selon les chiffres partagés par le ministère de la Promotion de l'Investissement, environ 80% de ces dernières étaient des investissements directs étrangers, IDE, soit 21,9 milliards de francs CFA, et 20% étaient des investissements directs nationaux, IDN, soit 5,56 milliards de francs CFA. Les investissements privés ont progressé de 4,5% en moyenne ces 5 dernières années pour atteindre plus de 20% du PIB en 2022, un progrès pour l'économie togolaise. Le gouvernement togolais a créé un écosystème favorable aux entreprises pour attirer et retenir des niveaux plus élevés d'investissement du secteur privé, notamment en mettant en œuvre la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, et en mobilisant des investissements étrangers. Cette approche a permis de libérer le potentiel du pays avec une croissance économique devant se maintenir autour de 5,2% en 2024, avant de se renforcer et d'atteindre 5,8% en 2025. Le Togo continue d'attirer des opportunités d'investissement pour les entreprises locales et internationales. Parlons santé à présent. Le Togo lance en janvier 2024 l'assurance maladie universelle, visant ainsi une couverture santé nationale. Dans ce contexte, la question des modalités pour les travailleurs indépendants et les chômeurs se pose toujours. Le récit d'Haroud Atomensa. À partir de janvier 2024, le Togo s'engage dans la mise en place de l'assurance maladie universelle AMU, un dispositif visant à couvrir l'ensemble de la population en matière de santé. Les premiers bénéficiaires, comprenant des fonctionnaires, retraités et salariés du secteur public et privé, devront cotiser 5 ou 10% de leurs revenus, avec une contribution partagée entre l'employeur et l'employé. Même si l'AMU vise à couvrir l'ensemble de la population togolaise, son application sera progressive, débutant en avril 2024 pour les personnes éligibles. Dans ce contexte, la question cruciale des taux de cotisation pour les travailleurs indépendants ainsi que l'intégration des chômeurs et des personnes vulnérables reste en suspens. Du côté des autorités, le ministre de la Fonction publique et du Dialogue social assure qu'un processus de dialogue et de concertation sera initié pour définir les conditions d'affiliation, les modalités de paiement des cotisations ainsi que les montants forfaitaires. L'objectif est de garantir une compréhension approfondie de l'assurance maladie et de créer des conditions d'accès aux soins de santé adaptées aux réalités des chômeurs et des personnes vulnérables. Pour rappel, l'assurance maladie universelle se concentrera sur des prestations couvrant des maladies courantes, soulignant son engagement envers la santé maternelle et infantile, ainsi que la lutte contre le paludisme, les infections respiratoires, les diarrhées, l'hypertension artérielle et le diabète. Après plus de 2 ans obturés par la Covid-19 au Togo, le tourisme reprend des couleurs. Plusieurs sites touristiques du pays continuent d'être investis par les touristes de toutes nationalités. 2023 a été l'année où la destination du Togo a attiré le plus.
Le secteur du tourisme est en pleine reprise depuis la fin de la pandémie au Covid-19. Après 2 années marquées par la crise sanitaire, la destination Togo continue toujours par attirer. En 2023, plus d'1 400 000 touristes ont foulé le sol togolais. Ainsi, le Togo se positionne sur le marché sous-régional comme une destination incontournable. Par rapport à 2022, près d'1 million de visiteurs avaient été enregistrés, ce qui a généré près de 25 milliards de francs CFA, soit plus 34% par rapport à 2020. Ce résultat confirme en quelque sorte la bonne santé du secteur. Rappelons que le Togo est un pays naturellement touristique. En dépit de sa superficie limitée, le pays dispose néanmoins d'énormes atouts touristiques. Une diversité de paysages répartis dans chacune des 5 régions du pays. L'on y retrouve des sites et monuments reconnus à l'international, dont un inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Il s'agit du paysage Koutamakou, situé dans le nord-est du Togo. L'Agence nationale de météorologie du Togo a rendu publiques les prévisions saisonnières de l'année 2024. Le mois de janvier et de février seront marqués par une canicule et de la bruine sèche. Cependant, quelques pluies faibles et orageuses peuvent parsemer cette période. Plus de détails dans cet élément de Kofi Click. Le début de l'année 2024 s'est annoncé avec une forte chaleur. Cette chaleur continuera de se faire sentir jusqu'à la fin du mois de février. C'est la précision rendue publique par l'Agence nationale de la météorologie ANAMET. Elle précise que la période sera aussi marquée par une présence de poussière et de la brume sèche qui réduira la visibilité par endroits. Selon la météo togolaise, cette période de janvier à février peut être aussi marquée par quelques pluies faibles et orageuses dans certaines localités de la région maritime et des plateaux. Les températures minimales évolueront de 17 degrés Celsius à 27 degrés Celsius. Les températures maximales, quant à elles, varieront entre 32 degrés Celsius et 40 degrés Celsius. Cependant, de certaines nuits à certaines matinées, une fraîcheur peut se faire sentir. Cette période va aussi marquer la baisse des eaux dans les fleuves et sur l'ensemble des bassins versants du Togo. Ainsi, il est recommandé de faire une gestion rationnelle des ressources en eau disponibles. Par ailleurs, les prévisions de l'Agence nationale de la météorologie ANAMET ont connu une réussite estimée à 74% au niveau national pour le compte de l'année 2023. La page internationale à présent. C'est donc devant plus de 80 000 personnes qu'il a été investi ce samedi. Félix Tshisekedi a prêté serment au stade de Martyrs à Kinshasa. Une cérémonie qui a été également observée à l'est du pays où les attentes sont nombreuses. Des dizaines de milliers de supporters, une fanfare et même des chevaux. Dans l'immense stade des Martyrs de Kinshasa plein à craquer, le président réélu Félix Tshisekedi a vu grand pour sa prestation de serment. À présent, il s'agit pour nous de transformer durant les 5 prochaines années les prouesses que nous avons réalisées et de parachever l'avènement d'un Togo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère. Une vingtaine de chefs d'État avaient fait le déplacement, dont les présidents sud-africains, kenyans et zimbabwéens. Mais loin des fastes de la capitale, à Beni, 2000 km plus à l'est, ces déplacés de guerre ont eux aussi suivi avec attention le discours d'investiture, avec plus ou moins de scepticisme. Le président est en train de dire qu'il va nous défendre pour qu'on soit en paix. On voudrait que ça ne soit pas des mensonges, que cette fois ça soit la vérité. Nous avons besoin de la paix pour qu'on puisse rentrer chez nous. Dans l'est du pays qui compte plus de 5 millions de déplacés et où les affrontements entre l'armée et les groupes rebelles continuent de faire rage, la population voudrait d'abord être protégée. Nous avons peur du M23. Nous ne voulons plus que le président négocie avec le M23. On veut qu'il les combatte, qu'il les chasse. Le dialogue n'est pas une option. Il faut que le M23 soit chassé pour que nous puissions rentrer chez nous. Depuis le mois de décembre, une nouvelle force composée de troupes d'Afrique australe est en cours de déploiement dans le Nord Kivu pour épauler l'armée congolaise. Le gouvernement compte sur elle pour défaire les rebelles dans cette province déchirée par les conflits depuis plus de 25 ans.
Au Congo-Brazzaville, 350 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire selon l'ONU. Une situation due aux inondations qui ont ravagé le pays ces dernières décennies. D'autres explications dans ce reportage. L'Organisation météorologique mondiale des Nations Unies a tenu une conférence de presse au sujet des inondations qui ont touché la République du Congo-Brazzaville, dressant un bilan alarmant sur 6 décennies qui témoigne d'intempéries records. Les pluies extrêmes qui s'abattent sur le pays depuis octobre dernier ont fait déborder les berges de l'Ubangi, un affluent du fleuve Congo. Le pays avait déclaré l'état d'urgence pour inondation. A déclaré qu'il s'agissait de l'événement le plus exceptionnel depuis les inondations catastrophiques de décembre 1961. En décembre 2023, le débit mesuré était de 74 300 mètres cubes par seconde. Et le 9 janvier, il a atteint 75 000 mètres cubes par seconde. Selon Jens Larke, porte-parole du Bureau de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU, il y aurait actuellement 1,8 million de sinistrés au Congo. 350 000 d'entre eux nécessitent une aide humanitaire dont l'acheminement reste problématique. L'accès est difficile en raison des inondations et de nombreux villages ne peuvent être atteints que par bateau ou par canoë. Les agences des Nations Unies ont élaboré un plan de réponse en collaboration avec le gouvernement, doté d'un budget d'environ 26 millions de dollars. Les secteurs prioritaires concernent les abris, la sécurité alimentaire, la santé, l'eau potable et les installations sanitaires. Mais il ne s'agit là que de mesures immédiates. Selon nos premières estimations, 2300 hectares de terres cultivées ont été inondés, ce qui suscite des inquiétudes en matière d'autosuffisance alimentaire. Par exemple, les arbres fruitiers et le matériel de pêche ont été détruits et le bétail a péri. Une allocation de 3,6 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence a d'ores et déjà été allouée pour répondre aux besoins les plus urgents de 270 000 personnes. Un financement international plus important sera nécessaire selon Jens Larke. Lors du 19e sommet du mouvement des pays non alignés tenu à Kampala en Ouganda, le Premier ministre chinois Liu Zhong appelle à la solidarité entre les pays du Sud. Il rappelle la disposition de la Chine à travailler avec ces derniers afin de dynamiser leur économie. Les détails. Le vice-premier ministre chinois Liu Guozhong s'est exprimé lors du sommet G77 plus Chine qui se tient dans la capitale ougandaise Kampala. Dans son discours, il a félicité le rôle important que représente le mouvement des non-alignés pour promouvoir la paix mondiale et le progrès humain. Les changements mondiaux de ce siècle se sont accélérés. L'essor collectif des pays du Sud est un processus que rien ne peut arrêter. En même temps, l'influence de l'ancien ordre économique et politique international, injuste et déraisonnable, persiste. Et les entraves à la paix et au développement dans le monde n'ont pas été fondamentalement éliminées. Liu Guozhong a déclaré que la Chine était disposée à travailler avec les pays du Sud pour dynamiser leur croissance économique. La Chine souhaite notamment faire progresser la coopération autour de son projet phare, l'initiative de la ceinture et la route. Nous devons nous unir pour être plus forts, encourager la synergie des stratégies de développement, continuer à stimuler les potentiels de coopération et améliorer la compétitivité globale des pays du Sud. La Chine est prête à se concentrer sur la coopération pratique et le renforcement des capacités et à coopérer avec les pays du Sud dans un cadre plus large et dans davantage de domaines afin de mettre à profit les potentialités de croissance, de résoudre les problèmes de développement et d'améliorer le bien-être de la population. L'organisation du groupe des 77 rassemble 134 pays dont la République populaire de Chine. Le groupe a été conçu pour promouvoir les intérêts économiques et politiques collectifs de ses membres et ainsi leur conférer une capacité de négociation accrue au sein du système des Nations Unies. Ce samedi, les chrétiens orthodoxes d'Éthiopie ont célébré Tinket, le plus grand festival de l'année. La célébration initialement prévue à Gondar a été déplacée à Addis Abeba en raison du conflit qui sévit dans la région d'Amara. Suivons plutôt. Les chrétiens orthodoxes d'Éthiopie ont célébré Tinket samedi dans la capitale Addis Abeba. Il s'agit du plus grand festival de l'année, 2 semaines seulement après le Noël éthiopien. Durant 3 jours, le public pourra admirer un festival de processions spectaculaires et colorées,
pour commémorer le baptême du Christ dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour notre salut. Il a été immergé dans l'eau pour devenir notre guide. Nous sommes donc réunis pour partager la bénédiction de son baptême. La célébration débute par plusieurs rituels effectués au lever du soleil. Les prêtres ont ensuite aspergé l'assemblée d'eau bénite, avant de se rassembler pour chanter des chants spirituels et psalmodiés. Vêtus de leurs plus beaux habits traditionnels, les fidèles rivalisent d'élégance. Je souhaite à tous les Éthiopiens une bonne fête de Timket et que cette fête soit porteuse de paix, d'amour et de bonheur. Je souhaite dire bonne fête à l'Éthiopie et à l'église orthodoxe Tewhado. La fête de l'Épiphanie en Éthiopie est célébrée le 19 janvier de chaque année. Timket était autrefois très célèbre à Gondar, mais en raison du conflit entre les forces gouvernementales et les rebelles dans la région, les fidèles préfèrent désormais célébrer cette fête à Addis Abeba. Aux Comores, après l'annonce de la victoire d'Assoumani, c'est l'heure de la contestation. Un candidat de l'opposition a déposé un recours devant la Cour suprême. Il demande l'annulation du scrutin pour cause de fraude. Les détails. Contester le scrutin par tous les moyens possibles. Ce candidat de l'opposition est venu saisir la Cour suprême des Comores. Il dénonce les résultats fabriqués de la présidentielle et assure en avoir la preuve. Était déjà précoché pour être glissé dans les urnes. Je vais vous dire, vous allez voir, précoché déjà, nous n'allons pas nous laisser faire, nous n'allons pas nous laisser voler notre élection. L'objectif, c'est d'annuler les résultats et de facto le scrutin et d'ordonner l'organisation des nouvelles élections parce que le président nous avait promis qu'il allait y avoir des élections libres et transparentes. Deux autres candidats doivent également saisir la plus haute juridiction du pays. Une démarche à l'issue incertaine, selon certains analystes. L'ensemble des membres de l'institution ont été nommés par Azali Assoumani, le président sortant, réélu mardi soir pour un 3e mandat. Aboutir ou pas, mais nous avons après d'autres voix que nous allons suivre, c'est la voix du peuple, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, je rends hommage aux jeunes qui sont manifestés spontanément par rapport à cette situation. Pour maintenir la pression, l'opposition compte sur la mobilisation populaire. Mais après 2 jours d'émeutes ayant fait un mort, le mouvement s'est essoufflé. L'appel lancé vendredi n'a pas été suivi. Un couvre-feu nocturne a été instauré. Le gouvernement appelle au respect des institutions. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette décision de nos adversaires d'interjeter des recours auprès de la Chambre électorale à la Cour suprême. C'est ce que nous crions à dire. On ne peut pas laisser la rue, transformer la rue en institution de jugement. Un camp présidentiel qui a lui aussi prévu de déposer un recours, et ce, afin de redresser le taux de participation annoncé par la commission électorale. Selon l'instance, seuls 16,30% des électeurs se sont rendus aux urnes. La Cour suprême a jusqu'au 30 janvier pour valider le scrutin. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau tour de l'actualité avec Claire Cagnon.